Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, je suis le professeur Mohamed Njari, ancien chercheur à la faculté de droit de Meknès et ancien professeur chargé des TD à la faculté de droit de Fès. Je vais vous présenter quelques exercices ETD concernant le module de contrôle de gestion effectué au niveau de la faculté de droit de Fès. Mais avant de commencer la correction de la première série du TD, du contrôle de gestion, permettez-moi d'abord de présenter dans cette vidéo la définition du contrôle de gestion et de prendre une application avec des données simplifiées afin d'appréhender le chapitre de l'analyse des écarts. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la gestion ou bien le fait de gérer? C'est l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une organisation afin d'obtenir une performance satisfaisante. Ces ressources peuvent être financières, humaines, matérielles ou autres. Je ne vais pas trop parler de théorie concernant la gestion, mais je vais prendre quelques minutes afin de simplifier cette notion. La gestion est un processus, ça veut dire que c'est un ensemble d'étapes afin d'aboutir à un résultat. Le mot-clé de la gestion, d'après ma simple interprétation, est la décision. Autrement dit, gérer, c'est décider. S'il ne décide pas, on ne gère pas. Mais il ne suffit pas juste de décider pour dire qu'on fait la gestion. La décision, donc après la décision, il faut passer à la concrétisation de cette décision. Ce qu'on entend par l'action, ça veut dire qu'on va passer à l'action. Puis après l'action, il vient un résultat. Pourtant, il existe un autre élément primordial pour prendre la décision, c'est l'information. Ça veut dire qu'on prend une décision sur la base des informations obtenues. Donc on doit avoir une information, sur la base des informations on prend une décision, on le met en action, puis on obtient un résultat. Est-ce que le processus est achevé? Bien sûr non. Il vient par la suite d'une étape qu'on veut ou non, on le fait implicitement. C'est d'avoir un avis sur le résultat. Et ça sera soit favorable, soit défavorable, soit positif, soit négatif. Et c'est la phase du contrôle. Ça veut dire qu'on fait le contrôle du résultat. Est-ce qu'il est favorable? Qu'on a un bon résultat? Ou bien un mauvais résultat. Normalement, si le résultat est défavorable, on fait un feedback sur tout le processus, cherchant les causes de ce résultat. Donc, automatiquement, on fait un contrôle des actions mises en œuvre, ainsi les décisions prises, et voire même le contrôle des informations déjà eues. Cette étape, c'est ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Le travail de contrôle, on le fait aussi si le résultat est favorable. Ça veut dire que toujours on cherche, est-ce qu'on a eu des bonnes informations, est-ce qu'on a pris des bonnes décisions, est-ce qu'on a mis en œuvre des bonnes actions pour obtenir un bon résultat. Par exemple, si on a des mauvais résultats, ça veut dire que soit on a pris des mauvaises actions, ou bien on a pris des mauvaises décisions, ou bien on a eu mauvaises informations. Donc, au cas où le résultat est bon, ça veut dire que les informations étaient bonnes, la décision elle est bonne, l'action aussi était bonne. Ce processus de gestion est valable pour tout domaine de gestion, que ce soit personnel ou bien professionnel. Donc, il est valable au niveau du management des entreprises. Que signifie le contrôle de gestion? Donc, le contrôle de gestion est un processus aussi par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. En effet, que cherche l'entreprise et ses dirigeants? Bien sûr, ils cherchent la performance. Tout simplement, c'est de dégager du profit. Donc, c'est la vocation d'être de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par la performance? Il y a ce qu'on appelle le triangle de la performance. Pour être performant, on doit être en même temps efficace, efficient et pertinent. Efficace, c'est quand le résultat égale l'objectif. Ça veut dire que lorsqu'on atteint l'objectif fixé, on dit on est efficace. Efficient, c'est quand on obtient un résultat, mais avec le minimum des moyens, avec le minimum des ressources. On parle de l'efficience. La pertinence, c'est quand on choisit des moyens adéquats pour les objectifs fixés. Donc, lorsqu'on fixe des moyens qui vont être adéquats pour réaliser les objectifs, donc on dit qu'on est pertinent. Je prends par exemple un étudiant qui fixe un objectif d'être à la faculté à 8 heures.
sachant qu'il sort de sa maison à 7h30. S'il sort et il vient à l'heure, on dit qu'il est efficace. Et la sortie donc, de sa maison, il est arrivé à la faculté à 8h, on dit qu'il est efficace puisqu'il a réalisé l'objectif. S'il a des moyens, je vais prendre deux exemples, ça veut dire qu'il y en a, soit il va prendre un taxi avec 10 dirhams, soit il va prendre un bus avec 4 dirhams. Bien sûr, s'il arrive à 8h à la faculté en utilisant le bus en dépensant 4 dirhams, on dit qu'il est efficient parce qu'il a utilisé le minimum des moyens. Maintenant, concernant la pertinence, pour cet étudiant, elle a deux moyens. Il y en a le taxi qui prend 10 minutes pour y arriver, alors que le bus, il va prendre 30 minutes pour y arriver. Donc, s'il a sorti, suite à des circonstances, il a sorti à 7h50. Quel est le moyen adéquat pour qu'il arrive à 8h? Bien sûr, là, il ne va pas prendre le bus, parce que s'il a pris le bus, il a pris un moyen qui est inadéquat. Donc, le moyen adéquat, c'est le taxi, qui va prendre 10 minutes pour arriver à 8h à la fac. Donc, la pertinence, c'est lorsqu'on choisit des moyens qui vont être adéquats, ça veut dire qu'ils vont aider à réaliser l'objectif fixe. Au niveau des entreprises, la performance, l'efficacité, l'efficience et la pertinence sont étroitement liées avec la finance. C'est-à-dire ils sont liés aux recettes, produits, aux revenus de l'entreprise et aussi à ses dépenses, ses charges et aux coûts. Donc, afin d'apprécier les éléments de la performance d'entreprise, on utilise les outils de contrôle de gestion. Quels sont ces outils et méthodes? Au niveau de contrôle de gestion, il y a plusieurs outils et méthodes. Vous avez la méthode de coût complet, c'est ce que vous avez vu au niveau de la comptabilité analytique au niveau de S3. Vous avez la méthode des coûts partiels, la méthode ABC, la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, la méthode du coût marginal, l'analyse des écarts, la gestion budgétaire, tableau de bord. Ces méthodes ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais elles sont interdépendantes. Ça veut dire qu'on peut utiliser les données de certaines méthodes pour d'autres. Comme on aura au niveau de l'analyse des écarts, vous verrez ultérieurement qu'on va utiliser la méthode des coûts complets au niveau de la fiche de coût unitaire standard. Vous voyez au niveau de ces méthodes de contrôle de gestion qu'elles sont généralement basées sur les coûts. On se demande pourquoi. On a dit que l'entreprise cherche le profit. Et le profit égale le produit moins les charges. Les produits, ce sont les ventes principalement. Et l'entreprise trouve des difficultés à maîtriser les ventes, tant que chiffre d'affaires égale le prix de vente fois la quantité vendue. Cette dernière dépend de la demande des clients, et le prix de vente est déterminé au niveau du marché. À cet effet, si l'entreprise cherche à augmenter le profit, elle doit maîtriser les charges, ou bien les coûts. C'est pour cette raison que les entreprises font des efforts afin de maîtriser les coûts et rationaliser leurs charges. Donc, pour une entreprise qui fabrique un produit, et afin de maîtriser ses coûts, elle établit une fiche des coûts unitaires pour ce produit. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, la fiche, elle va servir pour préparer les budgets de production, d'approvisionnement, de distribution, ainsi qu'il permet à l'entreprise de chercher les financements pour ces programmes, avant de commencer la mise en œuvre des programmes de production. Ça veut dire que si le coût unitaire pour un produit c'est 20 dirhams, l'entreprise, lorsqu'il va fixer un programme de production de 1000 produits, donc il doit avoir un financement de 20 000 dirhams. Deuxième raison, c'est que la fiche de coût unitaire standard, elle va servir comme un repère ou bien une norme. C'est-à-dire qu'il va servir à faire des comparaisons entre ce qui est prévisionnel avec les réalisations qu'elle aura par la suite. De ce fait, il va y avoir des différences entre les prévisions et les réalisations, ce qu'on appelle les écarts. Le travail du contrôleur de gestion, c'est de chercher les causes de ces écarts, ainsi que les responsables au niveau de l'entreprise, afin soit de les récompenser si les résultats ou bien les écarts sont bénéfiques pour l'entreprise, ou bien de les avertir et de les sanctionner si ces écarts sont défavorables pour l'entreprise. Donc, grosso modo, c'est un simple aperçu sur l'utilité du contrôle de gestion au niveau de l'entreprise. Pour la première série des TD de ce module, il s'articule sur l'analyse des écarts. Pour les exercices de l'analyse des écarts, souvent, au niveau de la solution, on suit quelques étapes. La première étape, c'est établir le tableau de répartition des charges indirectes standard afin de
établir la fiche de unitaire standard. Deuxième élément, c'est établir le tableau de répartition des charges indirectes réelles. Par la suite, établir le budget flexible, ainsi que le budget standard et le budget réel. Et la dernière question, c'est pour l'analyse des écarts. L'analyse des écarts se compose de deux parties. La première, c'est le calcul des écarts. Deuxièmement, l'interprétation, et c'est la plus importante. Donc, lorsqu'on parle écart, on parle d'une différence. Donc, différence entre ce qui est prévisionnel et ce qui est réel. Donc, vous avez un écart global. L'écart global au niveau de l'entreprise, il se compose de deux parties. Donc, on le voit, soit l'écart sur charge directe, soit l'écart sur charge indirecte. Il se compose de deux éléments, soit les matières premières, soit la main-d'œuvre. Et chaque écart, on le décompose en sous-écarts. Au niveau des matières premières, vous avez l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Au niveau de la main-d'œuvre directe, au lieu de la quantité, on parle de volume horaire, donc l'écart sur volume horaire. Au niveau du prix, on parle de taux horaire, donc on aura un écart sur taux horaire. Au niveau des charges indirectes, on le décompose aussi au niveau des centres. Centre 1, centre 2, centre N. Et pour chaque centre, il y en a des sous-écarts. Les sous-écarts de chaque centre, on le décompose en trois parties. L'écart sur budget ou bien l'écart sur charge variable, l'écart sur activité ou bien écart sur charge fixe et l'écart sur rendement. Et c'est ce qu'on va voir au niveau de la première série. Pour la première série de TD de contrôle de gestion, je vais la laisser à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais avant, je vais prendre un exemple simplifié. Ça veut dire que j'ai pris des données simplifiées afin d'appréhender ces étapes de corriger des exercices de l'analyse des écarts. Ça veut dire que je vais suivre les 5 étapes avec les commentaires, Inch'Allah. Pour l'application numéro 1, j'ai pris un exemple d'une entreprise ABC qui fabrique et commercialise une pièce métallique dont les normes sont conçues. Vous avez que l'entreprise va produire 1000 unités vendues avec un prix unitaire 300 dirhams. Les charges directes, vous avez les charges au niveau des matières premières et la main-d'œuvre. Les matières premières, vous avez deux matières premières, la matière M et la matière P. Les quantités à utiliser, donc 10 000 kg pour la matière M avec un prix unitaire de 12 dirhams pour le kilogramme. Et pour la matière P, vous avez 15 000 kg pour 3 dirhams pour le kilogramme. La main-d'œuvre, on va utiliser 750 heures pour 20 dirhams l'heure. Ces données, est-ce qu'elles sont unitaires ou bien pour toute la quantité? Vous avez ici les charges directes, et non pas pour la prix unitaire. Et déjà, vous avez une grande quantité ici. Donc, la quantité, ici, c'est pour les 1000 unités qu'on prévoit à produire. Parce que donc, j'ai dit que ce sont des données standards ou bien des données normales. Pour les charges indirectes, ici, on a 3 ateliers. L'atelier 1, l'atelier 2 et le centre de distribution. Vous avez les charges indirectes pour l'atelier 1, 40 000, pour l'atelier 2, 30 000, pour le centre de distribution, 33 000. Dans les charges fixes, 20 000, 18 000, 12 000 pour chaque centre. Et l'unité d'œuvre, kilogramme de matière première pour l'atelier 1, heure de main d'œuvre directe pour l'atelier 2 et 100 dirhams de vente pour centre de distribution. La question, c'est établir la fiche de coût unitaire standard et déterminer le résultat prévisionnel jusqu'au moment. Je reviens vers les charges fixes au niveau des charges indirectes. On va les utiliser au niveau de l'analyse des sous-écarts des centres. Ça veut dire qu'au niveau des données normales, on n'aura pas besoin. Je vais passer à la solution de l'exercice. Donc, pour établir la fiche de coût unitaire standard, on doit tout d'abord établir le tableau de répartition des charges indirectes, ici standard. Donc, vous avez le centre atelier 1, le centre 2, atelier 2 et le centre de distribution, et vous avez les unités d'œuvre. Pour l'unité d'œuvre de l'atelier 1, kg de matière première. Donc ici, on n'a pas précisé est-ce que c'est M ou bien P. Donc puisque c'est kg de matière première, donc il s'agit que je vais regrouper toutes les quantités. Heure main d'œuvre, on va essayer de voir dans les données normales combien l'atelier 2 il a utilisé de heures main d'œuvre. Bon, ici vous avez la main d'œuvre directe et là, au niveau de la production, on a utilisé 750 heures. Il n'est pas précisé est-ce que c'est pour l'atelier 1 ou bien pour l'atelier 2. Donc on va la considérer toutes les 750 au niveau de l'atelier 2. Ici on a 100 dirhams de vente. Donc vous avez le tableau de répartition des charges indirectes, les charges 40 000 pour l'atelier 1,
kg de matière première. Donc ici, vous avez le nombre d'unités d'œuvre, c'est 25 000. Comment on a obtenu les 25 000? C'est par la somme des 10 000 pour la matière M et 15 000 pour la matière P. Vous avez 25 000. Ce qui a donné que le coût d'une unité d'œuvre, c'est 1,6. Ça veut dire quoi 1,6? Quelle est la signification de 1,6? Ça veut dire qu'au niveau de l'atelier 1, chaque kilogramme de matière première consommée à cet atelier, il nous coûte 1,6 dirhams. Autrement, كل kilogramme de matière première كنخسروا عليه 1.6 dirham au niveau de l'atelier 1. Au niveau de l'atelier 2, vous avez 30 000 heures main d'œuvre, vous avez le nombre d'unités d'œuvre, c'est 750, c'est 40 dirhams. On a vu au niveau des données standards que chaque heure nous coûte 12 dirhams. Mais les 40 ici, c'est 40 dirhams. Ça veut dire que chaque heure travaillée au niveau de l'atelier 2, il nous coûte 40 dirhams. Et le centre de distribution, vous avez 33 100 dirhams de vente. Lorsqu'il s'agit de 100 dirhams de vente, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les ventes. Et les ventes, on sait bien que c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Et puisque ici, on va prendre par 100 dirhams, ça veut dire qu'on va diviser sur 100. Comme ça, vous aurez 1000 produits fois 300 qui est le prix de vente. C'est 300 000 sur 100. Bon, sur les 100 ici, c'est 3000. Donc 3000, il va donner 11. 11 signifie que chaque 100 dirhams de vente au niveau du centre de distribution, il nous coûte ou bien on dépense 11 dirhams comme frais de distribution au niveau de ce centre, comme charge indirecte bien sûr, et non pas directe. Donc on va établir la fiche de coût interstandard. Donc pour la fiche de coût interstandard, vous avez les éléments de coût tous, donc vous avez les éléments des charges directes et les éléments des charges indirectes. Pour les charges directes, vous avez la matière première, la matière M et la matière P et la main d'œuvre. Pour la matière M, 10. Donc 10, comme on a obtenu 10, vous aurez. Donc la matière M, on a utilisé 10 000 kg pour la production de 1000 unités. Donc chaque unité ici, il nous coûte, ou bien chaque unité ici, elle va consommer 10 kg. La même chose pour la matière P, 15 000 kg pour les 1000 unités. Donc chaque unité, elle va consommer 15 kg. Pour la main d'œuvre, 750 heures pour toute la production, donc de 1000. Donc chaque unité, elle va consommer 0,75 heures. Comme ça, j'aurai pour la quantité 10, 15, 0,75. Chaque kilogramme de matière M, on l'achète avec 12 dirhams. Donc le montant qu'on va dépenser ou bien prévu pour dépenser au niveau de la matière M, c'est 120 dirhams. Pour la matière P, la même chose, 15 fois 3, c'est 45. Pour la main d'œuvre, 0,75 heures fois 20 dirhams par heure, ça donne 15. Donc, je répète, 120 dirhams et 45 dirhams et c'est 15 dirhams, c'est le montant qu'on va dépenser pour chaque unité de ce produit, bien de cette pièce. Au niveau des charges indirectes, donc on utilise le tableau de répartition bien sûr. Donc vous avez l'atelier 1, vous avez kilogrammes de matière première. Donc vous avez ici les 25 000, c'est pour toute l'unité, donc c'est pour toute la production. Donc on va chercher combien une unité consomme de matière première. Donc vous avez ici, elle va consommer 10 kg de matière M et 15 kg de matière P. Ça donne 25. Ou bien 25 000, puisqu'on a ici un seul produit, 25 000 sur 1000, ça va donner 25. Fois 1,6. Donc 1,6 n'est que le coût d'une unité d'œuvre au niveau de l'atelier 1. Donc chaque kilogramme ici, elle va coûter 1,6, ce qui est donc pour chaque produit, bien pour chaque unité fabriquée, elle va coûter 40 dirhams des charges indirectes au niveau de l'atelier 1. Atelier 2, la même chose ici, vous avez heure main d'œuvre directe, donc vous avez chaque unité, elle va consommer 0,75. Donc soit on l'obtient de la main d'œuvre ici, soit on l'obtient au niveau du nombre d'unités d'œuvre et on va les diviser sur 1000. Et je répète ici, puisque on fabrique un seul produit, bien la société fabrique un seul produit. Donc 40, on l'obtient aussi de l'atelier 2 comme coût d'unité d'œuvre, donc ça donne 30.
La même chose au niveau du centre distribution. Donc pour le centre distribution, comment on a obtenu les trois? Donc vous aurez soit vous faites les ventes d'une unité, la vente unitaire c'est 300, c'est le prix de vente. On le divise sur les 100. Donc soit vous aurez 300 sur 100 égale 3, ou bien puisque le nombre d'unités d'œuvre ici comme on l'a fait pour les deux centres, 3000, donc c'est le nombre d'unités d'œuvre totale pour le centre de distribution. On a produit 1000 produits, donc on va faire 3000 sur 1000, ça donne 3. 3 fois 13, le coût d'unité d'œuvre, ça veut dire que le coût de chaque 100 dirhams de vente au niveau de distribution coûte 11 dirhams, ça donne 33. Et comme ça, on aura 33. Donc la somme des montants qu'on a ici, donc il revient à ce qu'on appelle le coût unitaire standard. Ça veut dire que c'est le coût que l'entreprise supporte pour la production d'une unité ou bien d'une pièce métallique. Bien sûr, on ne fait pas la somme des quantités, on ne fait pas la somme des prix unitaires, on fait la somme juste des montants. Concernant le résultat prévisionnel, comment on l'obtient? Donc c'est par l'utilisation de la fiche de coût unitaire standard. Donc premièrement, on fait les éléments et les montants. On commence par le prix de vente unitaire, c'est 300. On va retrancher le coût unitaire standard. Donc vous avez ici le coût unitaire standard 283. Et on aura le résultat unitaire. Ça veut dire que chaque unité, on prévoit un résultat ou bien une marge de 17 dirhams. Fois la quantité qu'on a prévu de vendre, c'est 1000 unités. Donc le résultat global prévisionnel, c'est 17 000 dirhams. On prend la suite de l'application numéro 1. Donc je vais prendre ici les données réelles de l'activité de l'entreprise. La société ABC a commercialisé la pièce avec les données réelles suivantes. Vous avez une production de 1200 unités vendues avec un prix unitaire 300 dirhams. Ça veut dire que la production prévisionnelle était de 1000. Réellement, elle a produit 1200 unités et elle l'a vendue avec un prix unitaire 300 qui n'a pas changé. Pour les charges directes, donc la quantité consommée de la matière M, c'est 13 500 kg avec un prix unitaire de 13 dirhams. Pour la matière P, la quantité consommée, c'est 16 800 kg avec un prix unitaire de 2,5 dirhams pour le kilogramme. Pour la main-d'œuvre, elle a utilisé 840 heures avec un prix unitaire de 21 dirhams l'heure. Quant aux charges indirectes, vous avez dans l'atelier 1, elle a dépensé 45 450. Pour l'atelier 2, 40 320. Et le centre de distribution, il a consommé 36 000 dirhams. Et les unités d'œuvre, bien sûr, ne changent pas. Le travail à faire, c'est établir le budget flexible pour la production réelle et bien sûr par la suite calculer les écarts, l'écart sur volume, l'écart économique et les sous-écarts. Pour cette application, je vais m'intéresser juste au calcul. Pour les commentaires des écarts, je vais les laisser à la correction du premier TD, Inch'Allah. Pour les justifications des formules, je vais essayer de les faire dans une vidéo à part, Inch'Allah, pour avoir une idée sur ces formules et comment on les a obtenues, tant qu'ils ne sont pas demandés au niveau des examens. Donc, on commence la correction de la suite de l'application numéro 1. Bien sûr, on va commencer par tableau de répartition des charges indirectes réelles. Vous avez les charges indirectes réelles pour chaque atelier, l'unité d'œuvre pour chaque atelier, le nombre d'unités d'œuvre. On a obtenu 30 300. Toujours, donc, puisque c'est l'atelier 1, le kilogramme de matière première, on va prendre la consommation des matières premières réelles, puisque c'est le tableau de répartition des charges indirectes réelles. 30 300, là c'est 13 500, c'est la consommation de la matière M et 16 800, c'est la consommation de la matière P. Bien sûr, la consommation réelle. Ça donne 30 300. Pour l'atelier 2, heures main d'œuvre, donc c'est 840, c'est la consommation, c'est le nombre d'heures utilisées au niveau de la production réelle, 840. Pour centre de distribution sans dirhams de vente, on va prendre les ventes réelles. Donc ici, vous avez 3700, on a vendu 1200 unités, fois 300, le prix unitaire n'a pas changé, sur 100, ça donne 3600. Et le coût de l'unité d'œuvre, c'est 1,5, c'est 45 450 sur 30 300, 1,5 pour l'atelier 1, pour l'atelier 2, pour le centre de distribution. 1,5, ça veut dire que réellement, le coût de kilogrammes de matière première dans l'atelier 1 comme charge indirecte est de 1,5 dirhams. Aussi, ici, ça veut dire que chaque heure de main-d'œuvre directe, il nous a coûté dans l'atelier 2
48 dirhams comme charge indirecte, non pas comme charge directe, parce qu'au niveau de charge directe, il a coûté 21 dirhams. Lorsqu'on fait le tableau de répartition des charges indirectes, on passe au tableau des budgets. Donc, même s'il est demandé le tableau de budget flexible, ça veut dire qu'on va faire 3 tableaux. Un tableau pour le budget standard, un tableau pour le budget flexible et un tableau pour le budget réel. Bien sûr, ici, vous aurez dans le même tableau les 3 budgets. Comment on remplit le budget standard? On prend la fiche de coût unitaire standard. Pour les éléments de coût, on va prendre tous les éléments de coût qu'on a. Donc, vous avez ici les charges directes pour les matières premières, matière M et matière P, pour la main-d'œuvre et pour les charges indirectes, les 3 ateliers. Maintenant, pour le budget standard, la production ici, PN égale 1000, ça veut dire que la production normale. Donc, l'entreprise, elle a prévu une production de 1000 produits. Donc, pour la production de 1000, combien elle va coûter? Sur la base des données standards. Donc, comment on fait? Puisque on prend la fiche de coût unitaire standard, là, c'est la fiche pour une seule unité. Pour le budget standard, ici, vous avez 1000. On va prendre ici le budget pour 1000 unités ou bien 1000 pièces. Donc, la quantité, la matière M, chaque unité, elle consomme 10 kg. Donc, pour 1000 unités, ça donne 10 000 kg. Les prix ne vont pas changer parce qu'on va prendre les données normales. Donc là, si vous avez la colonne de prix unitaire, on va la mettre ici. Donc, pour les quantités, on va multiplier toutes ces quantités en 1000 puisque ici, c'est pour l'unité, ici, c'est pour 1000 unités. Vous avez 10 000, 15 000, 750 heures, 25 000, 750, 3 000. Et vous avez les montants. 283 000. Bien sûr, ici, la quantité, c'est 1000 parce qu'on a production prévisionnelle de 1000 et chaque unité coûte 283, donc c'est 283 000. Même si on fait la somme de 120 000, 45 000, 15 000, 40 000, 30 000, 33 000, ça donne 283 000. Maintenant, pour le budget réel, qu'est-ce qu'on prend? On prend les données réelles. Ça veut dire que pour la production de 1200, combien on a consommé de la matière M? On a consommé 13 500 avec un prix unitaire de 13. C'est le prix réel. Ça donne 175 500. Pour la matière P, 16 800, 2,5 42 000, 840 heures de main-d'œuvre avec un prix unitaire de 21, c'est 17 640. Pour l'atelier 1, on a consommé 30 300. Donc, on le prend de tableau de répartition des charges indirectes réelles, 30 300 avec un prix unitaire 1,5, ça donne 45 450, 840 x 48, 40 320 et 3600 x 10, 36 000. C'est juste lorsqu'on a un seul produit que les données ici au niveau du budget réel elles correspondent aux données qu'on a au niveau de tableau de répartition des charges indirectes réelles. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de la production réelle, l'entreprise a dépensé 356 910, alors qu'elle avait prévu un montant de 283 000 dirhams pour une production de 1000 produits. Si on va faire une petite analyse, on va voir qu'il y en a un écart de plus 74 910. Ça veut dire que les charges ou bien les coûts, ils ont augmenté. Bien sûr, lorsqu'on s'agit d'une augmentation des charges, ça signifie qu'il y aura une mauvaise gestion. L'entreprise, elle va chercher pourquoi les charges ils ont augmenté. Ça veut dire qu'il va faire des compositions au niveau des charges. Si je prends l'exemple de la matière M. La matière M, on a consommé 13 500 kg avec 13 dirhams, ça donne un budget de 175 500. C'est la dépense pour l'achat pour la matière M. Alors qu'elle était prévue juste de dépenser 120 000. L'écart, il est de plus de 55 500. Donc, on peut dire ici qu'il y avait une mauvaise gestion au niveau de la matière M. Mais est-ce que cette analyse elle est valable? Est-ce que cette analyse elle est pertinente? Bien sûr, non. Tout simplement parce que la production réelle elle est différente à la production normale. Pour savoir l'utilité du budget flexible, je vais prendre un exemple. Pourquoi le budget flexible ou le budget standard adapté à la production réelle? Si vous avez une prévision de 10 unités d'un produit avec un budget de 200 dirhams, ça veut dire que vous avez prévu pour un produit que vous l'achetez 10 unités avec un budget de 200 dirhams. Et vous avez deux situations par la suite au niveau de la réalisation. La première, c'est que une personne il a acheté 9 unités avec une dépense de 190 dirhams. Ici, on va voir qu'il a épargné des dirhams. Ça veut dire que au lieu de dépenser 20 dirhams, il a dépensé 190.
Si on va faire une analyse au niveau des dépenses, on va voir que l'écart est moins 10. Ça veut dire qu'il y en a une économie de 10 dirhams. Donc on peut dire que c'est une bonne décision. Pour le deuxième personne, il a acheté des unités avec une dépense de 210. Donc l'écart c'est plus 10. Ça veut dire que les dépenses elles ont augmenté de 10 dirhams. On peut dire que c'est une mauvaise décision. Mais cette analyse, est-ce qu'elle est pertinente? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que la référence n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la première personne, il a acheté juste 9 unités, alors que vous avez prévu des unités. Le deuxième, il a acheté 11 unités et non pas 10. C'est pour ça que l'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? On doit adapter la prévision aux réalisations au niveau du nombre d'unités. C'est pour ça qu'on aura, au niveau de la première personne, on va analyser de la façon suivante. Si on achète 9 unités, le budget préétabli, ça veut dire que ce qu'il devait dépenser, c'est 180. Pourquoi 180? Parce que vous avez pris des unités pour 200 dirhams, ça veut dire que chaque unité de produit, il coûte 20 dirhams. Donc, s'il achète 9 unités, donc ce qu'il doit dépenser, effectivement, c'est 180 dirhams. Et comme ça, j'aurai un écart de plus 10. Ça veut dire qu'il a dépensé plus qu'il doit dépenser. Donc, c'est pour ça que ici, ce qu'on a vu au niveau de début, c'est une bonne décision, ce sera une mauvaise décision. Pour le deuxième, il a acheté 11 unités, il a dépensé 110. Puisqu'il a acheté 11 unités, on va adapter les dépenses aux réalisations. Ça veut dire que s'il achète 11 unités avec 20 dirhams pour chaque unité de produit, ça veut dire qu'il doit dépenser 220. Alors qu'il a dépensé 210, donc l'écart c'est moins 10, ça veut dire qu'il a économisé 10 dirhams. Et c'est là, donc c'est une bonne décision. Avant de faire la comparaison entre la réalisation et la prévision, toujours on aura besoin d'un budget flexible, ça veut dire qu'un budget qui est standard, mais qui est adapté à la production réelle pour qu'on aura la même référence. Comment on établit le budget flexible? Au niveau des exercices, si vous faites la fiche de coût unitaire standard, donc il suffit de prendre la fiche de coût unitaire standard et vous multipliez les quantités par la production réelle. Donc, comme on a fait pour le budget standard, on a multiplié les quantités par 1000. Et ici, on va multiplier par 1200. Ça veut dire que si pour 1000, on a besoin de 10 000 kg de matière M, pour une production de 1200, on aura besoin de 12 000 kg. Donc, 10 fois 1200, 15 fois 1200, 0,75 fois 1200, c'est 900. La même chose pour les charges indirectes, donc 30 900 et 3600. Pour les prix unitaires, il n'a aucune signification de changer les prix, donc on va prendre les prix unitaires. Comme ça, au niveau du budget flexible, les prix unitaires sont les mêmes que le budget standard. Encore, au niveau de total, donc vous aurez ici la quantité, c'est 1200, et le montant, donc en total, doit être 339 600. Lorsqu'on divise 339 600 sur 1200, il donne 283, et c'est le même coût unitaire au niveau du budget flexible que au niveau du budget standard. Au niveau des écarts, c'est ce qu'on appelle l'écart économique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la différence entre le budget réel et le budget flexible pour chaque élément du coût. Donc pour la matière M, c'est 175 500 moins 114 4000, il donne plus 31 500. Pour la matière P, il donne moins 12 000. Pour la main-d'œuvre, moins 360. Et pour les charges indirectes aussi, moins 2550, plus 4320 et moins 3600. On constate aussi que l'écart global sur ce produit au niveau de l'entreprise, c'est plus de 7310. On obtient par la différence entre le montant de coût total. Donc 356 910 moins 339 600. Et même si on fait la somme des écarts pour chaque élément de coût, plus 31 500, moins 12 000, moins 360, moins 2550, plus 4320, moins 3600, ça va donner plus 17 310. La question suivante, il va s'intéresser à l'analyse des écarts de chaque élément de coût au niveau des charges directes et au niveau des charges indirectes et en les décomposant en sous-écarts. On passe à l'analyse des écarts pour chaque élément du coût. Je vous répète qu'au niveau de cette application, je vais m'intéresser juste à la phase des calculs. Les commentaires, je vais les laisser lors de la correction de la première série des TD, Inch'Allah. Donc, on a premièrement l'écart global sur les charges directes. Dans cette application, on a 3 charges directes, 2 des matières premières et une main-d'œuvre. Donc, pour les matières premières, vous avez la matière M et la matière P.
Donc, pour la matière M, donc on a un écart global sur la matière M égale, c'est le coût réel moins le coût préétabli, et non pas le coût standard. Donc, c'est 175 500 moins 144 000. Donc, on utilise le tableau, c'est 175 500 moins 144 000. C'est le coût préétabli ou bien le coût du budget flexible. Il nous donne plus 31 500. C'est un écart qui est défavorable. Pourquoi l'écart défavorable? Car on a dépensé pour la matière M plus ce qu'on doit dépenser. Ça veut dire que pour une production de 1200, la matière M, elle doit avoir un budget de 144 000. Mais on a dépensé pour la réalisation de 1200, 175 500. Ça veut dire que le coût ou bien la charge liée à la matière M, elle a augmenté. Et bien sûr, lorsque la charge va augmenter, le bénéfice de l'entreprise, il va diminuer. C'est pour ça qu'on parle d'un écart qui est défavorable, parce qu'il va toucher le résultat de l'entreprise d'une manière négative. Maintenant, puisqu'on sait qu'au niveau de l'achat de nos matières M, bon, il se compose de deux, la quantité et les prix. Puisque donc 175 000, c'est la quantité de 13 500 fois le prix unitaire de 13. C'est pour ça qu'au niveau des sous-écarts concernant l'écart global sur la matière M, on le décompose en deux, soit l'écart sur quantité, soit l'écart sur prix. Donc comme ça, vous aurez les sous-écarts, écart sur quantité. Voilà la relation. Et je vous dis donc par la suite que ces personnes qui sont intéressées, je vais publier la justification de ces formules. Pour ce qui vous intéresse au niveau des examens, ce sont les formules. Ça veut dire que vous prenez la formule. Bon, généralement, ils ne vous demandent pas la justification ou bien la démonstration des formules. Donc, l'écart sur quantité, vous avez, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard. Donc, ici, vous pouvez la voir au niveau du tableau, toujours du budget. La quantité réelle, c'est 13 500 et la quantité préétablie, c'est 12 000 et ça, le prix standard. Donc là, ce sont les données réelles. Là, ce sont les données préétablies. Donc, au niveau de la quantité préétablie, au niveau du prix standard. On parle de prix standard parce que c'est le même prix que le budget standard. Donc, 13 500 moins 12 000 fois 12, le prix standard. Il le donne plus 18 000. Donc, plus 18 000, toujours, donc c'est une charge. Donc, lorsqu'il est positif, donc l'écart il est défavorable. L'écart sur prix. L'écart sur prix égale le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle. Le prix réel ici, c'est 13, moins le prix standard, c'est 12. Donc, 13 moins 12, bon, fois 13 500. Donc, ça donne plus 13 500. C'est un écart qui est défavorable aussi. Donc, si je fais une vérification, l'écart global, il doit être égal à l'écart sur quantité plus l'écart sur prix. Donc, plus 18 000 plus 13 500, ça donne plus 31 500. La même chose pour la matière P. Donc, la même démarche. Le coût réel, l'écart global égale le coût réel moins le coût préétabli, c'est 42 000 moins 54 000 égale moins 12 000. Là, l'écart est favorable. Pourquoi? Parce que donc, pour la matière P, le budget qu'on doit dépenser, c'est 54 000 pour une production de 1200. Alors que pour la production de 1200, on a dépensé juste 42 000. Ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, il a gagné en termes de charge parce que la charge, il a diminué. Donc, il a diminué de 12 000. C'est pour ça que ce sera bénéfique pour le résultat d'entreprise. On parle de l'écart, il est favorable. Les sous-écarts, comme on a vu au niveau de la matière M. L'écart sur quantité, la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard, c'est 16 800 moins 12 000 fois 3. Donc toujours, on fait sortir ces informations du tableau des budgets, c'est moins 3 600. Encore, l'écart est favorable puisque l'écart est négatif. L'écart sur prix, prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle, c'est 2,5 moins 3 fois 16 800. Donc ça donne moins 8 400, l'écart est favorable. Donc, encore une vérification, moins 3600, moins 8400, ça donne moins 12 000. Concernant la main-d'œuvre directe, c'est la même démarche, sauf quelques modifications au niveau de la notation. Donc, vous avez le coût réel moins le coût préétabli, c'est l'écart global. C'est 17 640 moins 18 000, ça donne moins 360. C'est un écart qui, bien sûr, qui est favorable puisqu'il est négatif. Les sous-écarts.
L'écart sur quantité, on le remplace par l'écart sur volume horaire, puisque c'est la quantité d'heures de main-d'œuvre, on l'appelle volume horaire. L'écart sur volume horaire, et on laisse la même relation de l'écart sur quantité. L'écart sur quantité ou bien l'écart sur volume, donc égale la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard. 840 moins 900 fois 20, ça donne moins 1200. C'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. Au niveau du taux horaire, l'écart sur taux horaire, donc c'est le prix réel ou bien le taux horaire réel moins le taux horaire standard fois le volume horaire réel, c'est 21 moins 20 fois 840, ça donne plus 840, c'est un écart qui est défavorable. Donc l'écart global, donc vous voyez ici donc que l'écart favorable global, il se compose de deux, un écart favorable et un écart défavorable. Sur ici, au niveau de la valeur absolue, l'écart favorable est supérieur à l'écart défavorable, ce qui a donné que l'écart global soit favorable. Donc moins 1200 plus 840, ça donne moins 360 qui est l'écart favorable, qui est l'écart global sur la main d'œuvre. Pour l'écart global sur les charges indirectes, je commence par l'atelier 1. L'écart global pour l'atelier 1, on le calcule de cette manière. L'écart global égale le coût réel moins le coût préétabli, égale AR fois CR moins AP fois CS. Les sous-écarts, vous avez l'écart sur budget ou bien l'écart sur charge variable, égale VR moins VS fois AR. L'écart sur activité, AN moins AR fois FS. L'écart sur rendement égale AR moins AP fois CS ou bien RR moins RS fois PR fois CS. Comme vous voyez que pour ces formules-là, on a besoin de certaines notations. Ça veut dire que pour savoir c'est quoi AR, c'est quoi CR, c'est quoi VR, c'est quoi mon FS. Donc pour cela, je vais commencer par la détermination de ces éléments. Donc les éléments qu'on aura besoin pour le calcul des écarts au niveau du centre atelier 1, je les regroupe en deux. Vous avez ici les données normales et vous avez ici les données réelles. Je commence par la production normale, c'est, on la note PN égale 1000 unités, donc l'entreprise a prévu de produire. L'activité normale. Lorsqu'on parle de l'activité au niveau des charges indirectes, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau de centre. Donc ici pour l'atelier 1, l'unité d'œuvre était le kilogramme de matière première. Donc l'activité normale, c'est pour la production normale, combien on va consommer de kilogrammes de matière première. Bien sûr, donc, on va les ressortir du tableau de répartition des charges indirectes normales. Donc déjà, pour 1000 produits, on va consommer 25 000 kg. Le coût unitaire standard, on l'appelle CS, c'est 1,6. Donc aussi c'est le coût d'unité d'œuvre au niveau du tableau de répartition des charges indirectes normales. Le coût fixe unitaire standard. Pour cela, on aura besoin des frais fixes. On aura besoin des frais fixes. On le note le F petit fs, FF ce sont les frais fixes. Donc le coût fixe unitaire standard, ce sont les frais fixes sur l'activité normale. Ici, l'activité normale, c'est 25 000 et les frais fixes, c'est 20 000. Donc, ça va donner 0,8. Pour le coût variable unitaire standard, donc on a deux relations. Soit, puisque le coût unitaire standard il se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, donc on a trouvé ici le coût unitaire standard, c'est 1,6. Le coût fixe unitaire, c'est 0,8. Donc, le coût variable unitaire, ce sera 0,8. Ou bien, on va chercher le coût variable total sur l'activité normale. Donc, puisque les charges du centre atelier 1 au niveau normal, c'est 40 000, les frais fixes, c'est 20 000, donc ce qui reste, c'est 20 000 pour les charges variables. Donc, 20 000 sur 25 000, ça va donner aussi 0,8. Le rendement, au niveau des écarts de charges indirectes, le rendement, on le prend, c'est l'activité sur la production. L'activité sur la production, parce qu'on a un autre rendement, c'est la production sur l'activité. Mais ici, on prend l'activité sur la production. Donc ici, puisque les données normales, on parle de rendement standard. Donc le rendement standard, c'est l'activité normale sur la production normale. C'est 25 000 sur 1000, ça donne 25. Ces éléments représentent les réalisations, on les prend des données réelles. Vous avez la production réelle, c'est 1200. L'activité réelle, c'est 30 300. Le coût unitaire réel, CR, c'est 1,5. Donc, pour l'activité réelle et le coût unitaire réel, on peut les faire ressortir du tableau de répartition des charges indirectes réelles.
le coût unitaire fixe réel et le coût fixe unitaire réel. Comment on le note? On le note FR. C'est les frais fixes, puisqu'ils sont fixes, soit au niveau normal, standard, au niveau réel, ils ne vont pas changer. Donc les frais fixes, mais sur l'activité réelle. Donc 20 000 sur 30 300. Donc ça donne 0,66. Le coût variable unitaire réel, c'est le coût unitaire réel moins le coût fixe unitaire réel. Donc c'est 1,5 moins 0,66, ça donne 0,84. Le rendement réel, donc toujours on a dit qu'on va prendre la relation de l'activité sur la production. Le rendement réel, ça donne l'activité réelle sur la production réelle. Donc ici l'activité réelle c'est 30 300 sur 1200, ça donne 25,25. On aura besoin d'une activité préétablie. Comme on a vu au niveau des charges directes, on a cherché la quantité préétablie, puisque le prix, on a soit un prix standard, soit un prix réel. Mais pour les quantités, on a une quantité normale ou bien une quantité standard pour la production normale et on a une quantité réelle pour la production réelle. Mais pour calculer les écarts, on avait besoin du budget flexible qui fait ressortir les quantités préétablies. Ça veut dire que les quantités standards adaptées à la production réelle. C'est la même chose ici pour l'atelier. On va chercher l'activité préétablie. Ça veut dire que c'est l'activité standard adaptée à la production réelle. Donc, comment on le calcule? L'activité préétablie, c'est l'activité standard adaptée à la production réelle. On la note AP. Si on a l'activité normale pour la production normale, donc pour la production réelle, quelle est l'équivalence de l'activité normale relative à la production réelle? On le calcule d'après la relation de 3. CAN fois PR sur PN. Donc la CAN sur PN fois PR. Donc ici, l'activité préétablie, c'est 25 000 sur 1000 fois 1200. Ça va donner 30 000. Donc l'activité préétablie ici, c'est 30 000. La signification de 30 000, ça veut dire que si l'entreprise, au niveau de l'atelier A, pour la production normale de 1000, elle va consommer 25 000 kg de matière première. Réellement, pour la production de 1200, elle a consommé 30 300. Donc, on n'a pas la même référence ici. Pour une production de 1200, combien elle doit consommer de matière première au niveau de l'atelier A? Elle doit consommer 30 000 kg. Donc, on en aura besoin. Jusque-là, vous avez tous les données afin de faire juste une application numérique au niveau des écarts. Comme ça, on aura pour l'écart global, vous avez le coût réel moins le coût préétabli. C'est AR, c'est l'activité réelle, fois le coût réel, moins l'activité préétablie fois le coût standard. C'est 30 300 fois 1,5 moins 30 000 l'activité préétablie fois 1,6 qui est le coût unitaire standard. Donc c'est 45 450 moins 48 000, ça donne moins 2550. C'est un écart favorable puisqu'il est négatif. Donc c'est une diminution des charges. Et sous-écart, l'écart sur budget égale le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Donc on a trouvé que c'est 0,84 moins 0,8 fois 30 300 égale plus 1212. C'est un écart qui est défavorable. Concernant l'écart sur activité, il est égal à l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. Il est égal à 25 000 moins 30 300 fois 0,8. C'est égal à moins 4 240. C'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. L'écart sur rendement, elle est égale à l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. 30 300 moins 30 000 fois 1,6 égale plus 480. C'est un écart défavorable. Mais généralement, pour l'écart sur rendement, je vous conseille de travailler avec la formule de rendement parce qu'ici, on exprime par les rendements. C'est le rendement réel unitaire moins le rendement standard unitaire fois la production réelle fois le coût unitaire standard. C'est 25,25 moins 25 fois 1200 fois 1,6. C'est plus 480, c'est un écart défavorable aussi. Donc, bon, bien sûr, on aura le même résultat ici. Une vérification que l'écart global est égal à la somme des sous-écarts. Donc, l'écart global égale l'écart sur budget plus l'écart sur activité plus l'écart sur rendement. Donc, vous avez plus 1212 moins 4240 plus 480, ça donne moins 2548. Et bien sûr, c'est presque moins 2550. C'est à cause juste de l'arrondissement du coût variable unitaire qu'on a fait au niveau des éléments des données réelles et standards. Pour l'atelier 2,
Je vais faire de la même manière, je vais prendre les notations, les données normales de l'atelier 2, la production normale c'est Pn égale à 1000, mais l'activité normale c'est 750, puisque l'unité d'œuvre au niveau de l'atelier 2, c'est l'heure de main d'œuvre. Pour 1000 unités produites, on avait besoin de 750 heures. Le coût unitaire standard CS égale à 40, donc on le ressort de tableau de répartition des charges indirectes normales. Le coût fixe unitaire standard, donc vous avez les frais fixes sur l'activité normale. Ici, les frais fixes c'est 18 000 sur 750, ça donne 24. Le coût variable unitaire standard, c'est le coût unitaire standard moins le coût fixe unitaire standard, c'est 40 moins 24, ça donne 16. Le rendement standard, l'activité normale sur la production normale, égale à 0,75. Bien sûr, sous 0,75 heures par produit. Concernant les données réelles, production réelle, c'est 1200. L'activité réelle, c'est 840 heures. Le coût unitaire réel, ça va donner, donc, il a donné 48, d'après le tableau de répartition des charges indirectes réelles. Le coût unitaire fixe réel, c'est 18 000 sur 840, c'est les frais fixes, 18 000 sur l'activité réelle 840, c'est 21,43 sur arrondi. Le coût variable unitaire réel, c'est la différence entre le coût unitaire réel et le coût fixe unitaire réel, c'est 48 moins 21,43, 26,57. Le rendement réel, c'est l'activité réelle sur la production réelle, 840 sur 1200, ça donne 0,7. Et concernant l'activité préétablie, on a vu que c'est l'activité normale sur la production normale fois la production réelle, c'est 750 sur 1000 fois 1200, c'est 900. Pour les cas global de l'atelier 2, c'est le coût réel moins le coût préétabli, l'activité réelle fois le coût unitaire réel, moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard, 840 fois 48, moins 900 fois 40. C'est 40 320 moins 36 000, c'est plus 4 320. C'est un écart qui est défavorable puisqu'il est positif. Les sous-écarts. L'écart sur budget, le variable réel moins le variable standard fois l'activité réelle, 26,57 moins 16 fois 840, c'est plus 8878,8. C'est un écart qui est défavorable. L'écart sur activité, c'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard, c'est 750 moins 840 fois 24, moins 2160, c'est un écart favorable, puisqu'il est négatif. L'écart sur rendement, activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard, c'est 840 moins 900 fois 40, c'est moins 2400, c'est un écart qui est favorable. Bien sûr, on aura le même résultat avec la deuxième formule. Rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard, 0,7 moins 0,75 fois 1200 fois 40, c'est moins 2400. On vérifie que l'écart global est égal à la somme des sous-écarts, l'écart global écart sur budget plus l'écart sur activité plus l'écart sur rendement. Plus 8878,8, moins 2160, moins 2400, ça va donner plus 4318,8 et bien sûr c'est presque 4320. Encore, c'est à cause d'arrondissement au niveau des coûts variables unitaires réels pour l'écart sur budget. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle sera utile pour vous. La vidéo prochaine sera consacrée à la correction de la première série DTD d'une manière détaillée avec les commentaires des écarts, tant que l'application dans cette vidéo était consacrée juste à l'application numérique. S'il y a des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.